écoutez, merci beaucoup pour tous ces partages. Et je suis ravie d'accueillir Nathalie Sanlou-Balzan qui vient d'arriver, alors qui est au milieu, moi, de ma mosaïque. Je ne sais pas où elle est chez vous. Merci Nathalie d'être avec nous ce matin depuis ton bassin d'Arcachon. Non, là, je suis dans le Pays Basque. J'ai cette chance-là de partager. Donc, je suis confinée sur le Pays Basque. Super, super, super. Donc, avec Nathalie, on va passer la prochaine heure ensemble. Alors, Nathalie, on va parler avec toi de la féminité, du travail, de nos vies multiples de femmes. Oui. Je suis vraiment très contente qu'on puisse faire ce témoignage ensemble. On se connaît avec Nathalie depuis quelques mois. Ça a été une rencontre assez magique. Nathalie m'a passé un coup de fil l'été dernier. Voilà, on s'est tout de suite bien entendu. On a fait déjà des jolies choses ensemble et je pense qu'on va continuer. On a la chance d'appartenir toutes les deux à un très joli club de networking, mais c'est plus que ça, je pense. Voilà, qui s'appelle le Cercle des gens bien et bienveillants. Nathalie manage ça du côté du sud-ouest, en fait. Oui, je suis l'ambassadrice pour Bordeaux, c'est ça. Voilà. Euh, Moi, j'interviens assez régulièrement pour le Cercle des gens bien et bienveillants, dont Alexandre Favre est le président. Et donc, voilà, il nous a permis des magnifiques rencontres comme ça. Et donc, ouais, je te présente un petit peu, Nathalie, rapidement. Si tu veux, sinon je vais le faire puisque je vais donner mon fil rouge. C'est comme tu veux. Je te Eh laisse ben, vas-y. Alors, gérer. vas-y. Peut-être reposer le cadre ou l'intention que tu as, toi, vis-à-vis de Mm, moi et de ouais, ce magnifique groupe de femmes. ouais. Alors avec Nathalie, on partage beaucoup de points communs et notamment le fait que les femmes puissent s'exprimer sur toutes leurs dimensions dans leur vie personnelle et professionnelle. Et aussi un autre point commun, je pense, c'est en tant que femme active, femme dirigeante, et puis dans les organisations, le fait que, comment dire, le sens et la bienveillance dans nos vies professionnelles et personnelles puisse être là en vrai. Voilà, je pense que Nathalie et moi, on a toutes les deux vécu dans des organisations pendant pas mal d'années avant de faire ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on y a vu à la fois ce qu'il y a de merveilleux à faire dans les organisations et puis parfois la face plus sombre. Celle qui nous amène parfois à dépasser nos limites, mais pas forcément du bon côté de la force, on va dire. Et on a je crois, une envie vraiment de pouvoir changer les choses aussi bien dans les vies individuelles que dans les vies collectives au sein des organisations. Donc c'est ce qui nous réunit. Et aujourd'hui, au sein de l'école des femmes inspirantes, c'était vraiment partager ton expérience de vie, parce que je pense que c'est inspirant, que ton Merci. expérience est inspirante, et donc d'ouvrir l'échange entre nous ce matin. Voilà. Super. Déjà, merci, merci de m'accueillir, merci de ta confiance, Ida. Je suis super heureuse d'être là, je suis pleine d'énergie de vous rencontrer. Merci de m'accueillir, merci de prendre le temps de m'écouter. J'espère être inspirante pour vous. L'idée, c'est de vous raconter mon fil rouge à moi. En tant que femme, mère, manager, ancienne dirigeante, aujourd'hui entrepreneuse. J'ai plein de slash, je le partageais récemment. Et je pense qu'on est toutes multifacettes. C'est certainement ce qui fait la richesse des femmes. J'ai envie de vous donner plein d'énergie. Mes enfants me disent que j'ai beaucoup trop d'énergie, alors je vous en offre aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce parcours qui a été le mien, je pense qu'il y a une petite phrase qui dit que on est unique comme tout le monde. On a tous cette particularité d'être unique, mais
nos parcours, nos témoignages, et je crois à la force du témoignage, viennent forcément faire résonner des choses chez les uns et les autres. Et effectivement, on a collaboré avec Ida qui a témoigné sur un talk récemment pour un projet que j'avais. Et je crois à la force du témoignage. Et en tant que femme, je pense qu'on se rejoint, on se rassemble sur beaucoup de choses et beaucoup de parcours de vie. Alors, mon fil rouge... je suis issue d'une famille relativement simple. Je suis née à Lyon, d'une famille de 4 enfants. Je suis la seule femme au milieu de 3 frères, tous les 3 ingénieurs. Et ça commence déjà là, c'est-à-dire qu'il faut que j'adopte plus ou moins des comportements masculins pour me faire une place au milieu de ces 3 hommes qui sont tous les 3 ingénieurs. Et moi, je ne suis pas forcément hyper enclin à aimer l'école. Je pense que je ne trouve pas particulièrement ma place dans le système scolaire. J'ai un niveau bac plus 4, mais c'est poussif. Je ne vais même pas soutenir mon mémoire parce que je suis chez Sephora en cours du soir avec le CNAM et que j'ai une carrière qui démarre à fond les ballons. Je deviens à 24 ans, directrice d'un magasin, je manage 25 personnes, je gère 4 millions d'euros et c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me rend vivante. Et en fait, je viens cocher une case, je viens prouver à ce monde masculin, à ce monde plutôt binaire que une petite nana comme moi, qui n'est pas forcément fait de grandes études, qui a des grands diplômes, est capable de manager 25 femmes, hommes, dans un contexte pas forcément facile, dans un contexte de rachat. Sephora était particulièrement exigeant. Et comme ça, cette carrière évolue au fil du temps, de manière assez linéaire, de manière assez surprenante, au gré de belles rencontres, des hommes qui m'ont fait confiance, qui m'ont laissé ma chance. Je finis directrice France dans des comités de direction, dans différentes enseignes du retail. Donc, j'ai un parcours de plus de 20 ans de manager de retail. J'ai géré des grosses business units. La plus grosse, c'était avec 165 directeurs de site en direct, à peu près 1000 collaborateurs. J'ai interagi dans des challenges et des gestions de crise importantes à gérer des PSE, à gérer des procédures de sauvegarde dans des milieux très masculins, très testostéronés. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je me souviens de mon PDG qui dit « Bon, bah, il était temps, ça fait 30 ans qu'on fait ce business et je suis heureux de nommer la première femme à la direction d'une business unit. » Et en face de moi, je devais avoir peut-être seulement 20% de nanas. Et moi, sur mes talons de 10, sur la scène, devant cet auditoire de 200 personnes, je tremblais comme une petite fille. Et en même temps, j'étais hyper fière parce que j'avais coché cette case-là. Donc, je vous parle de la femme professionnelle qui a toujours aimé relever des challenges, qui débordait d'énergie, qui avait à cœur de révéler les talents. J'ai souvent eu cette étiquette d'extraterrestre. Mais d'où elle sort celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous gonfle avec son côté humain, bienveillant? Mais parce qu'aujourd'hui, je suis formée aux neurosciences et je me rends compte que j'avais bien raison d'aller toucher mes collaborateurs dans ce qui fait qu'on se sent heureux, important, bien dans son job et de les révéler finalement à eux-mêmes. Donc, je vous ai parlé de ma carrière professionnelle. Cette carrière, elle s'est arrêtée brutalement un matin en partant à un comité de direction. J'ai perdu connaissance 3 fois de suite dans un TGV. Une première fois dans les toilettes où je suis allée me rafraîchir. J'ai dit ça va passer, ça va passer. Je suis retournée m'asseoir, j'étais pas très très bien et puis j'ai perdu connaissance. C'est le monsieur à côté de moi qui a appelé le contrôleur. Je me suis réveillée dans les bras de plusieurs pompiers. On était arrivés à Paris et j'ai été emmenée aux urgences. J'ai été dans le déni. Le monsieur des urgences m'a dit « Je pense, madame, que vous êtes à un niveau d'épuisement professionnel important. » Je faisais 80 heures. Alors, j'entendais Cécile parler
des heures et du rapport au temps. Je pensais qu'en donnant énormément d'énergie à mes collaborateurs, à mes projets, à ce directeur général, eh bien, sans doute, ça me rendait importante, utile aux autres, mais je m'étais oubliée. Mon écologie personnelle avait été fortement abîmée et j'étais complètement dans le déni, c'est-à-dire que j'ai dit à ce monsieur des urgences: «Ah non, non, mais moi, je ne fais pas un burn-out. Le burn-out, c'est pour les dépressifs. Non, non, pas du tout». Donc, je me suis arrêtée une petite semaine et puis j'ai repris. Et j'ai repris en perdant connaissance une deuxième fois, toute seule, dans ma chambre d'hôtel, en allant aux toilettes dans la salle de bain. Et je me suis réveillée en pleine nuit, à peu près à 4 heures du matin, euh, en pleurant et en me disant: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et en fait, oui, mon corps disait stop. Alors, le corps est bien fait. Il tire la sonnette d'alarme et il a baissé le disjoncteur pour me préserver. Ça a été un arrêt brutal dans cette carrière. Pourtant, j'avais eu quelques leçons dans la vie qui auraient dû me faire relativiser ce rapport au temps, ce rapport au monde de l'entreprise, ce rapport au travail, puisque dans mon parcours, en tant que maman, j'ai commencé, donc j'ai 3 enfants, j'ai 48 ans. Mon fils aîné est autiste. Et dans ce parcours de vie, j'aurais dû entendre que eh bien, le travail, c'est finalement qu'un moyen de réalisation, mais ça n'est pas tout. Et cet enfant-là est allé révéler des ressources en moi. Alors, on dit que je suis une révélatrice de talent. Aujourd'hui, je suis recruteuse et j'essaye de recruter autrement en allant évaluer pleinement les compétences. Je crois particulièrement au talent de chacun, au fait que tout le monde a des talents. Après, on ne plaît pas à tout le monde et on ne convient pas à tous les projets. Et donc, ce fils autiste, si j'avais écouté les médecins, il serait certainement encore sous camisole chimique et interné. Aujourd'hui, il a 21 ans. Il est en 3e année d'école d'ingénieur. Et j'ai envoyé paître un peu tous ces médecins. J'ai dit stop et je me suis ouverte à d'autres disciplines. Donc, la vie, je m'y suis accrochée. Je me suis accrochée à ce garçon et à son frère et à sa sœur pour leur offrir finalement ce sentiment de liberté, la liberté d'être. J'écoutais une conférence il y a 2 jours où le conférencier commence et dit est-ce que vous êtes un menteur? Parce que moi, je suis menteur. J'ai menti à ma famille, j'ai menti à l'entreprise, j'ai menti en amour, j'ai menti en affaires, mais surtout, je me suis menti à moi-même. Et je pense qu'en fait, jusqu'à ce que j'ai 42 ans, je me suis menti à moi-même pour coller à une étiquette, coller à des dictats, coller peut-être à ce sentiment d'appartenir à un grand tout, mais finalement de me renier dans ce que j'étais en tant que mère, en tant que femme. Je ne disais pas que j'avais un enfant handicapé. Je n'assumais peut-être pas vraiment. Aujourd'hui, j'assume pleinement ce rôle de maman, avec un enfant différent. Et donc, je vous parlais de mes parcours de vie. J'ai également eu un cancer il y a 14 ans maintenant, en tombant enceinte de ma dernière. On a découvert une tumeur de 7 cm sur l'utérus. Donc, j'aurais dû me rappeler que la vie est finalement plus importante qu'un travail, qu'une étiquette, qu'un rôle, qu'une fonction. J'ai été opérée. Ma fille est née en bonne santé. J'ai été opérée et la vie est assez magique puisque cette grossesse a fait réduire la tumeur de moitié. La tumeur est passée de 7 à 3 cm et demi. Et elle était quasiment bénigne à l'issue de cette grossesse. Mais un an après,
il était urgent en fait de m'opérer. On m'a enlevé l'utérus, j'avais 34 ans. Donc c'est jeune d'avoir cette mutilation de femme dans mon corps de femme. J'ai perdu la vie au cours de cette opération. J'ai été transfusée de 7 poches. Mais je devais certainement encore avoir des choses à partager puisque j'étais là. J'avais été sauvée par le chirurgien. J'ai fait une hémorragie interne en fait. Pourquoi j'ai fait une hémorragie interne? Parce que juste avant l'opération, j'ai fait une implantation de magasin. J'étais directrice des ventes et je devais faire le remodeling. Et donc, je portais des étagères, je portais des cartons. Je ne voulais pas entendre que j'étais malade. Je voulais pas. Donc, je me suis menti à moi-même. Je me suis reniée plusieurs fois. Je me souviens même négocier avec le médecin du travail pour lui dire mettez-moi apte parce que je ne veux pas rester à la maison. Si je reste à la maison, je vais tomber en dépression. Et j'ai négocié avec le médecin du travail pour reprendre mon activité de directrice des ventes, c'est-à-dire faire à peu près 60 000 kilomètres par an, être dans les avions et dans les trains et courir à droite, à gauche, courir après je ne sais quoi. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'à 42 ans, j'ai dit stop. Pourquoi à 42 ans? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un mariage qui n'était pas le mariage que je voulais construire. Donc là aussi, je m'étais menti à moi-même, à ma famille, sans doute à mon ex-mari, mais j'étais avec un homme relativement manipulateur. Je ne veux pas lui coller une étiquette de pervers narcissique ou de quoi que ce soit. Tout le monde parle de ce genre de choses. Mais à un moment donné, je n'étais plus libre de ce que je disais, de ce que je pouvais penser. Et il était urgent que je reprenne ma liberté. Alors, j'ai dû faire des choix, décider de dire stop et finalement de me choisir. La maladie, mes enfants, ma carrière m'ont pourtant poussé à me choisir régulièrement. Et à 42 ans, finalement, j'ai assumé qui j'étais, une femme qui réfléchit et qui a 10 000 idées à la seconde, qui aime foncièrement les gens, qui a à cœur de les révéler dans leur plein potentiel, euh, mais, euh, mais finalement qui s'était oubliée et qui n'était pas alignée. Donc, j'ai divorcé, j'ai assumé qui j'étais en tant que mère, femme divorcée. J'ai assumé aussi qui j'étais et je suis finalement allée à la rencontre de moi-même. Alors, il était temps, 42 ans, c'était presque urgent, mais c'était plus pour moi l'occasion de me révéler dans ma féminité, dans ma masculinité aussi, parce que je pense que ce parcours, il avait à cœur d'incarner la part de masculin qui est en moi. Je pense on est ces deux ambivalences. Et en tant que femme, aujourd'hui, j'assume toutes ces facettes. Je crois que c'est comme ça que tu parles, Ida, de facettes. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à travers ce témoignage? La vie nous donne des épreuves, la vie nous donne des leçons. Il nous appartient finalement à chacun de reprendre notre responsabilité et de reprendre notre liberté d'être soi, liberté de s'assumer. Alors, certains parleront de courage, de ténacité. Je ne sais pas trop ce que c'est, j'aime pas trop coller d'étiquette à tout ça. Aujourd'hui, j'assume en fait de témoigner de toutes ces expériences. Avant, je les cachais, avant, je n'en parlais pas et en fait, de plus en plus, on nous met dans des cases, on nous met dans des carcans, dans des dictats et je crois que nous-mêmes, les femmes, n'osons pas assez. Et si j'ai envie
de vous partager quelque chose, c'est simplement d'oser, oser aller à la rencontre de vous. Alors, je crois que vous êtes sur le bon chemin en ayant rejoint l'école des femmes inspirantes EIDA. Oser faire un switch de carrière. J'accompagne énormément de femmes et d'hommes en transition de carrière parce qu'à un moment donné, ils se sont éloignés d'eux, ils se sont éloignés de ce qu'ils sont de manière intrinsèque. Ils se sont mentis à eux-mêmes, ils ont menti peut-être à plein de gens, c'est malgré eux, c'est complètement inconscient. Mais finalement, oser embrasser la vie. Voilà. Merci Nathalie. C'est parti un peu dans tous les sens. Hein. Je suis désolée, je n'ai pas préparé de filigrane. Je l'ai fait. Écoute, moi j'étais absolument, voilà, je t'ai suivi tout du long et j'ai eu une émotion vraiment particulière quand tu as parlé de ton fils. Et pour moi, ça parle vraiment de, tu vois, on parlait tout à l'heure de nos pensées créent notre réalité. Il y a une circonstance, voilà, qui est celle que vit ton fils, qui est voilà, et en même temps, la pensée que vous avez mis ensemble sur cette circonstance, bah voilà, fait qu'aujourd'hui, comme tu disais, il est en 3e année d'école d'ingénieur, il va mener sa vie et c'est parce que c'est la force de cette pensée que vous avez mis ensemble et que toi, tu as mise aussi sur lui, qui fait qu'aujourd'hui, sa réalité, elle est celle qu'il est en train de vivre. Et moi, j'ai eu des frissons vraiment quand tu as parlé de ça. Alors, c'est vraiment intéressant. Voilà, juste avant que tu arrives, on était en train de parler de ça. On était en train de parler de comment est-ce que nos pensées créent notre réalité et ont une influence sur ce que l'on peut vivre. Voilà, donc c'est exactement ça. En fait, je manageais déjà comme ça. Je me souviens créer des modules de formation et de mettre en gros en intitulé la PPP. Et j'ai une ancienne, je vous expliquerai ce que c'est que les 3 initiales. J'ai une ancienne collaboratrice que j'ai fait évoluer, qui était simple vendeuse et qui a ensuite évolué adjointe, puis directrice de région, qui est aujourd'hui entrepreneuse, et qui donne des cours dans des écoles de commerce. Et elle me dit à chaque fois, je te cite et je parle de la PPP. Qu'est-ce que c'est la PPP? C'est la pensée positive permanente. Alors, ça n'est pas être optimiste comme les bisounours, c'est une posture de courage, mais c'est orienter ses pensées pour que on soit dans la recherche de solutions positives permanentes. Et si on intègre ce mindset, cet état d'esprit, finalement, il y a des portes qui s'ouvrent, ou en tout cas, on va chercher des solutions, on va regarder de l'autre côté de la montagne comment les choses pourraient être. Et donc, la PPP, voilà pourquoi on me disait que j'étais une extraterrestre. Même mon 2e garçon qui emprunte un peu plus l'énergie de son papa me dit mais toi avec ton optimisme tu nous fatigues. Non, pour moi c'est un acte, c'est une décision, c'est se choisir et c'est choisir de regarder la vie différemment. Et je nie pas les difficultés, je pense que vous l'avez compris. À un moment je les ai niées, je me suis même menti à moi-même. Mais finalement, la vie est assez juste pour nous rappeler ou nous ramener à notre essence. Donc voilà. Merci. Tu en as un peu parlé, tu as évoqué la liberté, mais comme je sais que c'est une de tes valeurs, enfin c'est presque ta valeur phare, est-ce que tu pourrais nous en dire encore un peu plus sur cette notion de liberté qui moi aussi me touche énormément? C'est quoi pour toi cette femme libre, cette possibilité? Alors on parle des femmes, mais je pense que voilà, on parle des femmes parce qu'on a une envie vraiment de faire en sorte que chaque femme qui en a le souhait puisse prendre sa place pleine, que ce soit dans sa famille, dans la société, dans les organisations. Il y a encore du travail à faire. Et on sait aussi que ce qu'on vit actuellement depuis un an, moi, ça m'a beaucoup frappé en lisant Courrier International il y a 15 jours. La condition des femmes dans le monde a reculé de 30 ans, donc d'une génération en un an. On le savait, hein, moi, ça fait un an que je cite Simone de Beauvoir qui disait il suffira d'une crise politique, religieuse, économique pour que les droits des femmes soient remis en question. Les femmes américaines sont retournées chez elles.
Les femmes allemandes étaient déjà chez elles, donc voilà. Les femmes françaises, qui sont quand même dans le monde, hein, des femmes qui ont jusque-là réussi quand même à conjuguer les enfants et le travail. Et il suffit de lire Elisabeth Badinter pour voir que c'est quand même une particularité française, hein, sur cette possibilité qu'on a. Si on veut garder cette possibilité, il va falloir qu'on le fasse vivre, chacune d'entre nous, en fait. Chacune d'entre nous et ensuite collectivement. Et donc, voilà, donc je m'égare, mais je veux qu'on revienne à la liberté parce qu'il me semble voilà, que c'est cette liberté-là dont on parle pour les femmes, pour chacun d'entre nous de manière générale. Mais voilà, est-ce que toi, tu veux nous dire encore un mot de plus là-dessus? Il y a une citation que j'ai sur un miroir chez moi. Je passe souvent devant, qui est certainement très connue pour vous toutes. C'est Périclès qui dit « Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». Et comme je clôturais sur ce mot « oser », bien sûr, j'ai peur. Bien sûr, je pleure. Bien sûr, j'ai mes moments de doute. Mais cette liberté, c'est oser défier la vie, c'est oser défier nos peurs, c'est oser être soi. Et c'est finalement défier tous les dictats, toute l'éducation dans laquelle on a pu nous enfermer, tout ce que la société a pu poser pour dépasser peut-être ses limites. Alors oui, la liberté, c'est quelque chose de précieux. C'est des valeurs républicaines, mais aujourd'hui, je ne suis pas certaine que ce qui est écrit comme un étendard au-dessus de chaque mairie, liberté, égalité, fraternité, j'aurais envie de dire sororité aussi, eh bien, soit véritablement incarné. Et c'est là tout le défi d'oser être nous, oser prendre notre place. Et aujourd'hui, je crois que même si je gagne 5 fois moins que ce que je gagnais avant, je me sens plus libre, je me sens plus à ma place, plus utile aussi, parce que ce que je fais a du sens. Et voilà, alors je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà comment moi, j'incarne la liberté. Ah si, oui, j'avais préparé une petite citation que j'ai trouvée de Paulo Coelho. Je ne sais pas dans quel livre il l'a écrit, mais il dit « Je veux rester folle, vivre ma vie comme je la rêve et non de la manière imposée par les autres. » C'est un peu ça, en fait. Ouais, et tu sais, alors ça me parle énormément là ce que tu dis et sur notre devise républicaine en effet. Et je crois profondément que c'est chacun d'entre nous en fait, si on veut que cette devise vive, c'est à nous aussi de dépasser cette peur, parce que je crois que c'est beaucoup les peurs aujourd'hui qui nous empêchent. Hein. On a besoin de sécurité et la sécurité, c'est l'autre versant de la liberté, c'est liberté ou sécurité. Donc en effet, la liberté nécessite du courage. J'avais entendu sans doute dans un TED ou je sais pas, le mot courage, c'est agir avec son cœur. Donc c'est comment je vais au-delà de cette peur parce que voilà, il y a quelque chose qui me donne envie. Moi je dis souvent peur, désir, c'est les deux facettes d'une même pièce. Donc si j'ai peur, quel est le désir qui est derrière? Qu'est-ce que je peux aller chercher qui est derrière? Et du coup enclencher mon courage parce que voilà, je vais agir avec cet élan-là, en fait. Et ce qui me vient, c'est que, et je crois que c'est le travail aussi qu'on fait quand on décide de se faire accompagner d'une manière ou d'une autre, c'est en effet, il y a ces déterminismes sociaux, il y a ces dictats, il y a ces pressions sociétales. Et en fait, c'est comment est-ce que on les connaît de plus en plus pour pouvoir les dépasser. Et en écrivant mon livre, j'ai écrit un chapitre sur le déterminisme. Et c'est à ça que j'ai pensé quand tu as dit ça, et c'est pour ça que je voudrais le partager là. C'est que
moi, j'ai été à la fac, donc faire de la psycho, j'ai fait un peu de socio, etc. Et puis, j'ai appris Bourdieu, j'ai appris Freud. Et puis, j'avais un peu l'impression que Bourdieu nous avait décrit ce qui se passe au niveau de la société, et puis qu'il y avait le déterminisme social, et puis que c'était comme ça, quoi, en fait. Et qu'il fallait s'y faire. C'est ce que j'avais appris à la fac, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que les profs nous avaient pas donné la suite, en fait, de ce que Bourdieu dit. Alors, je n'étais pas partie lire tout Bourdieu, j'aurais peut-être dû à l'époque. Mais du coup, en écrivant mon livre, je suis retombée sur des choses sur le déterminisme social, où Bourdieu lui-même dit « C'est parce qu'on connaîtra les mécanismes du déterminisme social que nous pourrons nous en libérer ». Et Freud ne dit pas autre chose aussi sur l'inconscient. C'est parce qu'on connaîtra nos mécanismes intérieurs que nous pourrons nous en libérer. Et voilà, parfois on voit pour la psychanalyse en tout cas, plutôt des choses qui sont, on est déterminé par notre inconscient, donc c'est foutu. Et puis du côté de la sociologie, on est déterminé par le déterminisme social, donc c'est foutu. Mais Freud et Bourdieu nous ont dit, mais attendez, non, c'est pas foutu. C'est parce qu'on va connaître ces mécanismes-là qu'ensuite on va pouvoir renverser la table. Et donc, il faut juste faire le pas d'après, en fait, qui nécessite en effet du courage et une prise de liberté. Voilà, donc... Mais c'est finalement reprendre son pouvoir. Je parlais de se reconnecter à soi, de retourner vers soi, d'aller à la rencontre de soi. Mais c'est en étant en conscience de toutes nos failles et de toutes nos forces, notre lumière, que finalement, on arrive à reprendre le pouvoir et on arrive à oser. Alors oui, c'est un cheminement. C'est certainement le cheminement de toute une vie. Mais voilà. Ah, super. Je vais lire un peu les commentaires comme ça, Alors, j'ai Nathalie, commencé. si tu veux réagir. Mais voilà, Je je suis vais à les votre prendre par la disposition. fin. Donc voilà, il y a Cécile qui nous dit merci beaucoup pour cette réhabilitation de Bourdieu et de Freud. Bah oui, trop de monde les lit de manière très fataliste. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Et pareil pour Marx, sur un autre sujet, oui, on pourra ouvrir ça. Pour Amandine, ça résonne beaucoup. Cécile qui parle aussi donc des dictates qui ne sont pas que dans la vie professionnelle, il y en a Oui, beaucoup ça bien sûr c'est dans la sûr. vie familiale et affective. Absolument. Juste pour Euh, vous dire, donc mes 3 frères ingénieurs m'ont dit, non mais toi tu n'as pas un vrai métier, tu fais du vent. Dans le sens où moi je manageais et que c'était du vent, que je faisais de la vente, du commerce et c'était du vent à leurs yeux. Donc on est aussi dans des schémas masculins très ancrés et tu parlais de ce que la société nous impose, mais dans nos schémas familiaux, souvent ils sont très très forts. Donc oui, j'ai juste rappelé à mes frères que moi je manageais un peu plus de 1000 collaborateurs quand eux en manageaient 4 ou 5, que je gérais 200 millions d'euros, mais j'étais obligée de jouer dans l'ego avec eux pour démontrer que ouais. c'est terrible. On s'aime quand même, hein. Voilà, pour Christelle, ça résonne aussi. Elle dit waouh, merci pour ce témoignage. Rien ne se présente par hasard. Ouais, et le recul de la position des femmes actuellement, ouais, tout à fait. Il y a Juliane qui dit que la liberté et le courage, ouais, tu as été touchée par ça. Je remonte encore un petit peu. Donc, bon, ça résonne, hein, ça résonne. Hein. Beau témoignage, magnifique partage, responsabilité, liberté et assumer, ça me parle beaucoup. Magnifique témoignage. Christelle qui en a les larmes aux yeux, qui a travaillé 20 ans pour le numéro 1 mondial des cosmétiques. Oui, je vois, je vois. Juliane sur la gestion de l'énergie, ça lui parlait aussi beaucoup. Ouais, et super. Donc, Ah, comment je sais pas. ça... Oui, si vous avez envie de me poser des questions, voilà, je suis à votre disposition. Je suis tout à vous aujourd'hui. Non, pas de questions. Moi aussi, j'ai une question. Aurélia. Bonjour à tous. En fait, sur votre situation familiale, vous dites qu'au début, vous étiez un petit peu en compétition en fait avec du coup, vos 3 frères. En fait, ce qui est un peu contradictoire, c'est que c'était un peu moteur pour vous au début. Ah oui, je renie pas ça. Je pense que la femme que je suis aujourd'hui fait que a été guidée par cette éducation et par cette posture qui est très centrée sur l'ego
Mais aujourd'hui, je m'en suis détachée. Et j'ai moins besoin de prouver, mais en même temps, ça m'a donné cette niaque de défier la vie et d'aller défier les obstacles, ou en tout cas les difficultés que la vie m'offrait. Un de mes frères, à Noël, m'a dit, finalement, tu es celle qui a le plus de coronesses pas réunies. Voilà. donc oui. Oui, oui, c'est un peu leur mea culpa, du coup, peut-être, parce qu'ils ont dû vous talonner, je pense, pas mal. C'est génial. Bah, merci, franchement, vous êtes impressionnant. Oh, je ne sais pas si c'est impressionnant, mais voilà. Votre parcours est impressionnant et en même temps, vous êtes toute simple, vous avez l'air toute, voilà, très femme, quoi, mais en même temps, voilà, vous avez les coronesses, quoi. Merci. Merci à vous. Moi, j'ai longtemps, j'en ai pas parlé, mais je pense que je l'ai encore, ce syndrome de l'imposteur. Tout le monde en parle, mais on est plus sujette à ça. Hier soir, j'étais à une conférence des alumni de Neoma School sur les women. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce groupe-là. Et elle disait que trop de femmes n'osent pas. Trop de femmes n'osent pas se proposer pour des postes. Heureusement que dans mon parcours, j'ai des dirigeants qui ont osé me proposer et défier un peu les cadres et dictats de l'entreprise. Mais longtemps, j'ai pensé que ma carrière était assez simple et que je me disais, mais en fait, j'ai rien fait d'extraordinaire et moi, j'ai pas les grands diplômes. J'ai longtemps douté de finalement de ce que je pouvais apporter ou de voilà. Je le faisais tellement spontanément avec le cœur, avec ce qu'on dit de moi, c'est que j'ai cette authenticité. Donc merci Aurélia, parce qu'effectivement, je veux rester dans cette authenticité et je veux pas dire je suis ci ou ça ou voilà. Merci. Stéphanie. Alors Stéphanie est avec moi. On a fait un peu de présentiel aujourd'hui. Ah, c'est cool. Je tourne mon... Hop. Bonjour. Merci beaucoup. C'est effectivement très touchant. Il y a beaucoup de choses qui résonnent. Moi, ce qui m'intéressait quand même de savoir, c'est du coup concrètement, comment vous l'avez fait le switch du coup de passer d'une carrière plus tournée vers le commercial et vers les postes à grande responsabilité dans des boîtes importantes sur ce que vous décrivez aujourd'hui comme révélatrice de talent. Comment ça s'est passé finalement de l'un à l'autre, cette transition? Ben, en fait, j'ai écouté les derniers signaux de la vie. Ce burn-out, c'était stop, arrête de t'épuiser dans des postes où finalement on te demande de faire des choses qui ne sont plus alignées à ce que tu es, à ce que tu fais. Et donc, je me suis fait accompagner par un coach qui m'a dit, mais toi, tu as une posture de coach depuis tant d'années, juste assume-la. Et donc, j'ai reconnecté à ces valeurs de liberté, de transmission, d'altruisme, parce que j'ai toujours été tournée vers l'autre. Et donc, aujourd'hui, ce que je fais a du sens enfin. Alors, je suis retournée sur les bancs de l'école, je me suis formée à la PNL, aux neurosciences. Il y a des choses que j'appliquais moi-même de manière intuitive, mais qui finalement me permettent de comprendre que ce que je faisais était juste et la nature et le vivant est assez bien fait. Hein. On a cette capacité à s'adapter, à se mouvoir dans le changement permanent. J'ai passé une certification de coach. Et puis ce sont encore des rencontres. Dans mon métier, je suis extrêmement chassée et on m'a proposé de rejoindre un cabinet de chasse. Et j'ai donc rejoint ce cabinet en me disant bah, c'est chouette, je monte ma structure d'indépendante, mais je ne suis pas toute seule. Donc j'avais peur d'être toute seule.
Et je me disais, ça me rassure, c'est chouette d'aller dans un nouveau métier, d'aller mettre des gens dans des nouveaux projets, d'aller participer à créer de la valeur, soit au sein d'une entreprise, soit pour des candidats. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'encore une fois, cette rencontre, elle était enfermante. Je n'étais pas libre d'être ce que je voulais être. Et donc, il fallait que je m'affranchisse de tout ça et que je vole de mes propres ailes. J'ai fait mon premier article tout en tremblant en août dernier. Il a fait 40 000 vues. Il était temps que je prenne la plume pour crier, justement, je l'ai fait. Même ça m'a dépassée. Mais en fait, quand on ose, quand on est vraiment aligné et à sa place, les choses se mettent en place naturellement. Et donc, j'ai quitté ce cabinet grâce à la Covid, finalement, puisque quand je me suis associée à ce cabinet, j'ai découvert le métier de l'achat, j'ai pris la direction de la business unit retail, mais en fait, ces gens-là m'utilisaient pour mon carnet d'adresse, pour la posture, pour l'ancienne dirigeante que j'étais. Donc, j'étais un espèce de faire-valoir. Donc là, je suis tombée sur une pervers narcissique femme, une vraie de vraie. Mais comme je l'ai identifiée très vite, j'ai pris la fuite parce que c'est la seule chose à faire avec ce genre de profil. Et je me suis servie du Covid pour construire mon offre de valeur. Je vais finalement m'occuper de moi. Qu'est-ce que j'avais à offrir demain? Qu'est-ce que je pouvais proposer? Quand je dis recruter autrement, ça veut dire quoi? Et donc, j'ai construit mon site, j'ai rencontré des personnes incroyables et voilà. Et j'ai fait mon coming out de femme toute seule, indépendante, libre en août dernier. Donc, finalement, à 48 ans, je suis une jeune pousse dans l'entrepreneuriat. Mais c'est chouette, c'est chouette. Et cette double posture, à la fois je recrute et à la fois j'accompagne. Je ne parle pas trop de coaching parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui mettent du hashtag coach partout et ça me pose un peu un souci. Moi, j'ai une approche assez entière. Par contre, j'y mets la déontologie. Moi, j'ai passé un diplôme qui est accrédité ICF, qui est la référence en coaching, parce que c'était important pour moi d'être accréditée sur quelque chose qui me donne de la légitimité. Peut-être que j'avais besoin de rassurer autour de moi que j'étais capable et peut-être aussi me rassurer moi. Et donc, le switch, il s'est fait naturellement en faisant des choix et en me choisissant. Donc, en allant vers ma propre liberté. Et d'oser voler de mes propres ailes, de ne pas être adossée à ce cabinet, de finalement pas être utilisée une nouvelle fois et de faire ce que je suis. Peut-être maladroitement, je fais des erreurs, je me trompe. Voilà, je tâtonne encore, mais enfin, ce que je fais a du sens. Donc, voilà comment le switch s'est opéré. Et il s'est opéré en avril 2020, en plein confinement. Voilà. Merci. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est Isabelle, c'est ça? Stéphanie. Non, Stéphanie, pardon. Non, c'est pas grave. Mais oui, merci beaucoup. Ça donne de l'énergie, en fait. Ah ben, je suis là pour ça. J'en ai plein, j'en ai plein à donner. Après chaque séance de coaching, mais je prends toujours la météo personnelle et je demande alors c'est comment ta météo aujourd'hui? Je suis à 4, 5, et à la fin de la séance, je revalide et là on est à 10. J'en ai même une hier qui m'a dit on peut dire 50. J'ai dit si tu veux, 50 sur 10 ça n'existe pas, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de transmettre cette énergie. Aujourd'hui, quand je fais mes séances d'accompagnement, c'est transmettre ça, c'est aussi canaliser nos pensées dans quelque chose qui va faire que on va se servir nous avant de servir les autres. J'aimerais intervenir. Alors, voilà, Cécile et puis Juliane qui ont envie d'intervenir aussi.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Effectivement, c'est très, très Je riche. sais tutoyer, hein, Cécile. On se tutoie, allez. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Moi, je note deux choses qui m'ont beaucoup parlé. C'est finalement un peu les moments déclencheurs. Alors, soit c'est dans la crise, c'est dans la rupture, c'est dans le burn-out, où on se rend compte qu'on a été trop loin et donc on prend conscience et on prend un chemin différent. Et puis, du coup, voilà, le fait que tu lances ton activité finalement que l'année dernière dans le Covid, moi, ça a été pareil en fait. C'est-à-dire que la contrainte Covid, qui est une crise, mais qui est une espèce de crise larvée, enfin, voilà, c'était la crise pour nous protéger, on nous enferme chez nous. Enfin, c'est une crise, mais d'un format très bizarre. Ça n'a rien à voir avec un burn-out où c'est vraiment l'effondrement, la chute, quoi. C'est une crise, mais c'est pas une chute. Et qui du coup déclenche aussi plein de choses. Enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir grandi de 10 ans depuis un an en fait. Et que moi aussi j'ai lancé mon activité l'an dernier en plein confinement et parce que j'avais cette contrainte extérieure, ça devenait hyper évident à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que et tout le monde n'a pas réagi pareil à cette période. Non, non. Moi, j'ai Mais adoré, je n'ose pas trop le dire, hein, mais j'ai adoré le confinement, j'ai adoré être chez moi. Moi, je suis passée par toutes les phases, hein. J'ai détesté, j'ai adoré, j'ai traversé plein de trucs. Et puis à un moment donné, parce que justement, il y a de la pression extérieure, il faut retrouver de l'espace, du coup, où à l'intérieur. Et que du coup, là, j'ai beaucoup, beaucoup avancé. Voilà, c'est ça. Et puis il y a d'autres gens qui se sont retrouvés, au contraire, écrasés par la contrainte extérieure et qui n'ont pas du tout vécu pareil. Mais moi, effectivement, ça a été facteur de libération, de blocage, comme si justement en poussant d'un côté, ça avait ouvert d'autres portes, quoi. Donc voilà, moi je pense que j'ai eu la chance de ne pas avoir voilà, de burn-out, de crise dans l'effondrement, dans cette version-là. Heureusement qu'on n'est pas tous obligés d'en passer par où je passe. Donc voilà, j'ai été protégée de ce type d'épisode jusqu'à maintenant. Mais par contre, effectivement, voilà, le côté, la contrainte qui s'impose et qui déclenche des choses encore dans cette version-là, je l'ai bien, bien, bien ressenti l'année dernière et encore aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de ce retour et du partage, Cécile. Ouais. Aurélia qui dit, c'est ça la question, c'est comment je fais une force de ces situations difficiles, et c'est exactement le thème de ce matin. Tu vois, ce matin, on travaille sur l'empowerment. Donc vraiment, tu vois, sur la question de la résilience et de comment, au contraire, on est attentif à ces frustrations, à ces choses qui nous empêchent et comment on va dépasser ces barrières. Et qu'est-ce qu'on va apprendre au moment du saut, en fait, hein. C'est exactement ça, ouais. Et nous en sommes toute la preuve ici, oui, oui. Complètement. Ouais, absolument. Juliane, tu voulais intervenir? Oui, je voulais dire deux choses qui m'ont vraiment marquée. Mais d'abord, merci Nathalie pour ce partage. J'étais hyper émue à plein de moments de ton parcours. Enfin, c'était très fort pour moi en émotion et voilà, merci pour ça. Et il y a deux choses qui me font réfléchir là sur ce que tu partageais, sur l'idée d'oscillation, en fait, liberté, sécurité, tu vois, le fait qu'en fait, c'est pas linéaire. Enfin, ce que je garde de ton parcours, c'est qu'en fait, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on a des bouffées d'envie de liberté, mais qu'il y a la sécurité qui nous rattrape par la manche, et puis la peur qui nous maintient quelque part, tu vois, au sol un peu, et puis cette envie de liberté qui revient, et c'est vraiment une itération, et ça me parle bien en ce moment. Je trouve que c'est OK, en fait, qu'on ne soit pas que dans la liberté ou que dans la sécurité, que parfois, il y a des entre-deux, et que parfois, c'est pas toujours le moment, et qu'on fait marche arrière, on fait 2 pas, puis on revient. Absolument. Ouais. J'ai cette ambivalence. La sécurité fait partie aussi de mes valeurs. J'ai besoin de mon cocon. Avec mes enfants, on a une petite maison, c'est notre... je suis encore en garde alternée pour la dernière, les deux grands, le grand vit qu'avec moi, mais le deuxième est en études supérieures. Et donc, cette sécurité, de leur offrir une sécurité, c'est souvent ce qui m'a ralenti à sortir de ma cage dorée, parce que j'étais dans un confort, dans une jolie maison, avec le mariage qui va bien, la jolie carte postale, etc. Mais à un moment donné, je pense que la vie est assez juste et qu'elle nous ouvre. À partir du moment où nous-mêmes, on s'ouvre,
à nous, à nos potentialités, elle nous ouvre à d'autres opportunités. Et c'est à nous de les saisir. Et c'est là où le courage, oser, prend toute sa peur et qu'il faut venir défier sa propre peur et prendre sa place autrement. Mais oui, cette ambivalence, sécurité et liberté a longtemps été mon cheval de bataille. Et aujourd'hui, j'arrive à être libre dans mon cocon. Et voilà, c'est le... Ouais. Ouais, priorité. tu disais aussi, tu sais, faire ce qui est juste en fait pour nous, quoi. Et je trouve que ça aussi, c'est aussi un entre-deux parfois, parce que parfois on a l'impression de prendre une grande décision et que c'est juste au moment où on le prend. Et puis après, il y a d'autres choses qui nous rattrapent. Et c'est aussi voilà, ces temps d'alternance finalement entre je sais que c'est juste, mais après j'ai aussi besoin on retombe sur l'idée de la sécurité, quoi. Oui. Donc, je trouve que c'est pas simple. Enfin, moi en ce moment, je trouve que c'est pas simple à gérer dans mon parcours. Non. Et dans ton parcours, ça résonnait en moi le fait que voilà, il y a des alternances de temps et que s'il y a un truc à son propre temps et voilà, ça s'aligne petit à petit. Parfois, c'est pas tout d'un coup et qu'il y a des changements qui s'opèrent avec du temps. C'est ça, la temporalité est importante. Et je rajouterais un truc, c'est d'être dans l'acceptation. Tu le disais un peu, Ida, de ne pas être en lutte. En fait, de prendre ce temps d'arrêt, de regarder, d'être dans la pleine conscience de qu'est-ce qui se passe là, pourquoi je suis en lutte, qu'est-ce qui fait que. Et donc, c'est plus doux et on retrouve plus rapidement sa liberté quand on regarde qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous bloque. Et on arrive finalement à se réaligner plus rapidement. Donc, la société nous met toujours en urgence. Il faut faire vite ça, il faut faire vite ça. Et ce temps d'arrêt, avec la Covid, c'était ce temps d'introspection. Alors beaucoup ont lutté, ne voulaient pas regarder en eux, ne voulaient pas regarder et ont vu tout ça comme, Cécile le disait, comme quelque chose qui les a emprisonnés, enfermés. Alors, on n'a pas tous la même chance. Moi, je vis dans un décorum qui, même si j'ai une toute petite maison, j'ai un petit jardin, je suis sur le bassin d'Arcachon, donc si je veux aller m'aérer et faire ce temps de respiration, je vais à la plage. Donc, évidemment, ce n'est pas la même chose que quand on est dans une zone difficile ou dans un appartement HLM ou je ne sais quoi. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes chances, mais il nous appartient à chacun de regarder le monde comme on a envie de le regarder et de se créer dans nos pensées une projection positive, optimiste, sans être naïf, sans être dans les bisounours, mais non, en provoquant finalement les opportunités grâce à notre état d'esprit. On peut prendre une dernière intervention, si vous voulez, puis après je vous proposerai quelque chose pour la conclusion. Moi, je veux bien, c'est une petite question. Amandine, voilà, Amandine et Christelle, allez. Vas-y, Amandine, vas-y, si tu veux. J'y vais, du coup, Amandine, c'est bon pour toi? Ouais, vas-y, Christelle. Bonjour, Nathalie. Bonjour, vraiment, ravie et merci, Ida, déjà pour avoir provoqué cette rencontre et 1000 fois merci à Nathalie. Oui, merci à vous. Parce que non, moi, sincèrement, ça me met pleine de joie. Alors, je doutais un peu et en même temps, l'invitation d'Ida me disait que je serais forcément dans un environnement bienveillant pour accueillir ce message. C'est la première fois finalement que je me livre de A à Z dans toutes les épreuves qui ont été les miennes. Donc, merci d'accueillir avec autant d'enthousiasme. Ça veut dire que il est temps, il est urgent que j'ouvre et que je crée des conférences. On m'en parle très régulièrement. Moi, je donne des bribes de temps en temps, mais souvent on me le dit. Donc, pardon de t'interrompre, Christelle. Non, pas de souci. Il y a vraiment pas de... C'était important que je le pose. Donc, merci parce que en fait, vous me donnez beaucoup aujourd'hui.
Alors, merci à toi parce que de la même façon, en tout cas personnellement, hein, je pense au groupe aussi, mais à moi personnellement, tu m'apportes beaucoup parce que je suis dans un tournant de ma vie où justement la temporalité, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mm. J'ai travaillé 20 ans chez L'Oréal, donc voilà, gros groupe, tu sais comment ça se passe à l'international, etc. Avec 3 enfants et un conjoint qui a pris des responsabilités. Et donc, je suis plutôt en rupture, enfin, je suis en rupture aujourd'hui avec mon conjoint. Je suis en rupture avec mon travail, je suis partie. Donc ça me donne beaucoup de force et de courage et beaucoup de, merci pour ton authenticité, parce que je me dis que c'est possible. Et puis surtout, je me sentais un peu seule et ton témoignage, en fait, fait qu'on se sent moins seul et qu'on se dit oui, c'est possible, parce que ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est mes enfants, c'est de les porter. J'ai mon deuxième qui est 10, rien à voir avec l'autisme, mais voilà. Oui, oui. Euh, Ouais, Thibaut il est autiste et dyslexique, dysorthographique, ouais. dyspraxique. Donc tout ça fait qu'on se renforce et la non-compréhension et le fait de lutter tout le temps et de se rendre compte, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais de savoir au fond, mais de nier, de se laisser, enfin, quel a été le déclencheur en fait? Le gros déclencheur par rapport à, tu l'as ressenti dans ton corps, tu en étais, parce que Par rapport à quoi? à tout en fait, t'as avancé par étapes ou tout s'est Sur, fait en même temps? La vie sur- perso, la vie pro? non, en fait, j'étais dans une carrière magnifique et mon ex-mari avait eu une opportunité professionnelle et j'ai démissionné pour choisir ma famille. Pour préserver ce qui était mes valeurs. Hein. La valeur famille est très importante, mes enfants, préserver le couple, préserver ce cocon, cette sécurité. Je comprends. Et donc, j'ai démissionné et j'ai suivi mon conjoint sur le bassin d'Arcachon. Donc, forcément, il y a pire. Et je m'étais dit, je vais retrouver facilement du travail sur Bordeaux, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, isolé, il a été particulièrement toxique. C'était quelqu'un qui avait tendance à me faire douter de ce que je faisais. Comme là, je n'avais plus de carrière, plus l'occasion de briller, etc. Il m'a mis au sol. Et je recommençais à avoir dans le corps des symptômes qui auraient fait penser que je pouvais rechuter à mon cancer. Et donc, il y a un moment, il faut dire stop. Et c'était le 11 novembre 2015. Ça faisait presque 4 mois qu'on était arrivés. Et j'ai demandé le divorce. Et, euh, et j'ai tremblé toute la nuit, j'ai pleuré, mais je me suis dit, en fait, c'est ma vie qui est en jeu. Et donc, j'ai mis de côté les enfants et j'ai dit stop. Et bien sûr, j'ai eu droit à du chantage affectif, j'ai eu droit à toutes ces choses-là. J'ai annoncé à mes enfants, je leur ai écrit une lettre euh, en, leur, euh, en leur parlant de finalement ces valeurs, de ce qui m'habitait, pourquoi ce choix. Je venais casser le schéma familial, le cocon familial, et pour eux, ça a été très difficile. Mais en même temps, aujourd'hui, ils comprennent que leur père comme moi, on est plus heureux l'un sans l'autre. Bien sûr, je galère, bien sûr, derrière, c'est pas simple. Mais voilà, je pense que ça n'était plus possible. En fait, je me fanais, je perdais toute ma Je vois substance de bien. vie. Voilà. Donc là, j'ai revu des amis communs à notre couple. Et ils m'ont dit, ah, c'est comme si tu avais rajeuni. Euh, et, et donc oui, je pense que à un moment donné, ces choix-là, ils sont juste pour nous. Tu vois, ça fait 6 ans. Et je suis heureuse de ce choix-là, mais il a été particulièrement difficile et c'est un cheminement qui ne sera pas simple. Voilà.
Ok. Merci en tout Désolée cas de faire d'avoir partagé. pleurer. Je sais, désolée de faire pleurer. Non, mais Mais je Mais vois Cécile voilà. là-haut. Non, mais on est dans la vérité, là. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Merci. Merci à toi, merci Aïda. Mm. Et voilà. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, n'est-ce Il y a pas? un mot qui est très très Merci important beaucoup. pour moi, c'est la sérendipité. Ça vous parle? C'est justement le fait de dire qu'il n'y a pas de hasard, qu'il était temps que l'on se rencontre, qu'il était temps d'écouter un message, de faire résonner un message. Voilà. Mm. Amandine? Ça va rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit. Donc déjà, merci, que beaucoup d'émotions. Alors, c'est quelque chose de nouveau pour moi d'écouter mes émotions sur des choses et ressentir. Donc, c'est un point positif. J'arrive à écouter mes émotions. Alors, quand tu as fini ton témoignage, en fait, j'avais qu'une chose, j'avais envie d'appeler mon chef et de lui dire « Ça y est, je suis libre, je me barre !» Alors, c'est ce qui m'est venu en tête, c'était liberté. Et après, en fait, un peu comme Juliane, je suis revenue en mode, bah non, il y a la sécurité, il y a les peurs qui sont limitantes, etc. Et en même temps, je me suis dit, c'est vachement inspirant et motivant de dire, c'est pas parce que tu as fait des choix que, enfin, la phrase d'Ida, choisir c'est renoncer. Effectivement, choisir c'est renoncer. Il faut Je le avoir disais tout le temps à mes équipes, merci. Et j'ai du mal, je sais que choisir c'est renoncer, mais et je trouve ça beau en fait parce que tu as choisi d'abord de t'écouter et finalement de renoncer sur le fait de ton cocon familial et en fait je trouve ça juste génial parce que Se choisir. Ouais, voilà, mais je trouve ça méga inspirant parce que voilà, il y a eu un choix qui finalement aujourd'hui t'épanouisse pleinement et je trouve que c'est ça qui est porteur, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait ce choix à cet instant T que ça t'a porté préjudice et je trouve ça juste génial. Je trouve ça juste génial. Après, comment, voilà, comme Juliane, c'est l'histoire de la sécurité. Quand je t'entends dire, ouais, j'ai perdu 5 fois mon salaire et pourtant je suis bien plus heureuse aujourd'hui. Je trouve ça, voilà, je trouve ça s'épanouir soi-même et en fait, je trouve ça méga, méga inspirant. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce retour. Merci beaucoup. Ah, merci et merci infiniment Nathalie. Voilà, il n'y a pas de hasard. Je suis tellement contente qu'on se connaisse, qu'on fasse des choses ensemble et voilà, il y aura d'autres choses, j'en suis sûre. Avec grand plaisir. Merci à tous pour votre accueil. J'avais envie qu'on termine justement avec un petit popcorn, un mot avec lequel vous repartez de ce temps de partage. Voilà, donc je vous laisse ouvrir les micros en fonction de votre inspiration et puis hop, nous lâcher un mot, poser un mot dans le groupe avec lequel vous repartez. Je vais les noter si vous m'autorisez. Ah, avec plaisir. Isabelle. Justesse et authenticité. J'abuse. J'ai vraiment bien raison. Merci Isabelle. Sophie? Moi, je dirais espoir. Patricia? Moi, c'est oser être soi qui est revenu souvent et le courage, c'est agir selon son cœur. C'est comme ça que je ressens aussi. Donc, je repars riche, moi aussi, riche de cet échange. Super. Moi, je dirais rayonnement. Donc, comment ça rayonne en soi et comment ça rayonne vers les autres. En fait. Extra. Cécile? Et se libérer des dictates. Sarah? Oui, je voulais dire liberté aussi, parce que c'est ce qui m'a le plus parlé. Moi, je dirais, courage et conviction. Merci beaucoup. Et conviction. Stéphanie? Authenticité. Authenticité. Amandine? Oser et liberté. Oser et liberté.
Pascal? Énergie et courage. Énergie et courage. Oui, merci Nathalie, parce que je crois que ça fait une heure que j'ai envie de t'applaudir, que je suis hyper enthousiaste. Je ne sais pas depuis combien de temps ça ne m'était pas arrivé. C'est juste incroyable. J'ai l'impression d'être d'habitude un réservoir vide et tu viens de le remplir à plein et c'est incroyable. Non, vraiment. Merci, merci beaucoup. C'est vous qui allez me mettre les larmes aux yeux. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment... en fait, je trouve qu'il y a un alignement complet entre ce que tu dis et ce que tu dégages. C'est-à-dire l'altruisme envers les autres, aider les gens, manager les gens différemment et permettre de leur développer tout en étant toi et en grandissant ensemble. Et ça, c'est manager avec générosité et c'est pas courant en fait. Beaucoup de gens le disent et peu le font. Et voilà, je voulais te remercier pour le témoignage, mais aussi pour dire voilà, que ça dégage tout ça et un grand merci et que je suis aussi pleine d'énergie. Donc je pense, Ida, si on peut le réécouter en replay, je referai ça un peu tous les jours, tu vois. Ah Vous l'aurez sur la plateforme, ouais, tout à fait. À ce point-là. Voilà, vous me faites un énorme merci. Et Juliane, pour finir? Ouais, moi j'avais envie de dire, c'est pas un mot, désolée, c'est faire ce qui est juste et arrêter de lutter. Faire ce qui est juste et arrêter de lutter. Ouais, super. Super. Et dans les commentaires, voilà, des remerciements d'Isabelle. Merci pour ta confiance. Ton authenticité est bouleversante. La justesse, c'est aussi la liberté. Voilà. Belle expérience qui résonne beaucoup. Merci Nathalie. Merci à toi de ta confiance. Merci à toutes. Vous venez de m'offrir un très beau cadeau. Là, je vais lancer mon week-end merveilleusement bien. Je vais enchaîner sur mes coachings avec une patate d'enfer. Est-ce qu'on peut ça veut dire qu'il faut... Pardon. Ah oui, fais une photo. Oui, voilà, oui, je rebondirai. Tenez, venez avec moi ici. On va faire la photo comme ça. Hop. Et pour moi, ça veut dire que il faut que je réfléchisse à un format pour témoigner, pour être inspirante pour d'autres, parce que en fait, je sens que c'est ça aussi ma raison d'être, c'est de montrer que on peut inspirer les autres, que vous êtes toutes inspirantes, voilà, c'est ça. Que vous avez tout en vous de la lumière, vous êtes toutes des petites pépites et c'est ce que j'aime faire en fait dans mon métier, révéler ces talents-là, que vous vous reconnectiez à eux et que vous les révéliez au monde. Donc je vais réfléchir à faire une conférence. En tout cas, pour une première, c'était très fort en émotion. 1000 merci. Alors, sourire. Cheers. Merci, merci beaucoup. Je vais vous envoyer ça. Chouette, ouais, je l'avais bien. Merci pour tous vos gentils mots. Je vous laisse poursuivre. Merci. Belle journée, belle classe. À toi et à très bientôt, ouais. Oui, à bientôt. Au revoir. Super. Merci. Et si vous voulez, juste une dernière chose, si vous voulez vous connecter avec moi sur LinkedIn, voilà, c'est avec plaisir. Oui. Et vous avez toutes mes coordonnées, machin, voilà. Avec grand plaisir. Je vais mettre ça sur le chat, ouais, tout à fait. Bye bye.